Je n'oublierai jamais le moment où le notaire a ouvert l'enveloppe scellée devant toute la famille réunie. Camille était là, assise à mes côtés, avec ce sourire confiant que j'avais appris à détester, tenant la main de mon fils Thomas comme s'ils étaient fort déjà les propriétaires légitimes de tout ce que j'avais construit. Elle avait convoqué cette réunion, invité des cousins éloignés, des amis de la famille, et même des voisins, tous comme témoins de ce qu'elle appelait le transfert officiel de propriété. Ce qu'elle ignorait, c'est que moi aussi, je m'étais préparée pour ce jour. Alors que le notaire commençait la lecture de l'acte de succession authentique, le document qu'elle n'avait jamais réussi à falsifier intégralement, et que mon nom résonnait dans la pièce en tant que propriétaire unique et légitime de chaque centimètre carré de ce terrain, j'ai vu le sang se retirer de son visage. C'est dans ce moment de silence absolu, où tous les regards se sont tournés vers Camille, sous le choc et la confusion, que j'ai ressenti, pour la première fois depuis des mois, la satisfaction glaciale et calculée de quelqu'un qui venait de faire un échec et mat parfait. Je suis ravie que vous soyez là. Si vous regardez cette vidéo, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne, et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez mon histoire. Je veux savoir où elle en est. Pour comprendre comment j'en suis arrivée à ce moment de justice, il me faut remonter quelques années en arrière, quand tout semblait encore parfait. Je m'appelle Madeleine, j'ai 58 ans, et j'ai passé la majeure partie de ma vie à construire quelque chose de zéro. Lorsque mon mari, Pierre, est décédé il y a 23 ans dans un accident de voiture brutal, je me suis retrouvée seule avec Thomas, qui n'avait que 12 ans à l'époque. Nous avons hérité d'une modeste propriété en Provence, une vieille maison en pierre, entourée de champs de lavande et d'oliviers, qui appartenait à la famille de Pierre depuis des générations. Nous n'avions pas d'argent, juste ce terrain et une dette considérable que Pierre avait laissée après un investissement raté. Beaucoup m'ont conseillé de tout vendre, de repartir à zéro à Paris et de trouver un emploi stable dans un bureau. Mais j'ai contemplé ce terrain, cette maison chargée d'histoire, et j'ai pris une décision. J'allais la transformer en quelque chose de grand. J'ai travaillé comme une folle pendant des années. Le jour, je recevais des invités dans une petite chambre d'hôte que j'avais aménagée dans les chambres d'amis de la maison. Le soir, après le sommeil de Thomas, j'étudiais la gestion d'entreprise, le marketing numérique et la gestion immobilière rurale. Chaque euro gagné était réinvesti. J'ai rénové la maison, restauré le terrain et créé des expériences authentiques pour les touristes en quête du charme provençal. J'ai sacrifié vacances, vêtements neufs et dîners au restaurant. Tout cela pour notre propriété, tout cela pour l'avenir de Thomas. Et Thomas a grandi en observant mes efforts. Il a toujours été un garçon adorable, peut-être un peu trop sensible, mais j'aimais ça chez lui. À 26 ans, lorsque je lui ai présenté Camille, j'ai cru avoir trouvé la femme idéale. Elle était élégante, éloquente, issue d'une famille de commerçants lyonnais et semblait sincèrement intéressée par notre propriété et notre style de vie. Pendant notre cours, Camille était tout ce que j'aurais pu souhaiter pour mon fils. Attentionnée, toujours en train de m'apporter de petits cadeaux, s'enquérant de l'histoire de la propriété, vantant mon travail. Lorsqu'ils se sont mariés il y a 3 ans, j'ai pleuré de bonheur. Enfin, Thomas aurait quelqu'un à ses côtés, et j'aurais la fille que je n'ai jamais eue. Je lui ai ouvert ma maison et mon cœur sans réserve. Quand Camille a proposé qu'ils vivent avec nous pour économiser et contribuer au développement de l'entreprise, j'ai accepté sans hésiter. Je leur ai offert la plus grande suite, rénové un bureau pour qu'ils puissent travailler à domicile et investi dans la petite entreprise de décoration d'intérieur que Camille voulait créer. J'ai cosigné des prêts pour eux, transféré de l'argent quand ils étaient en difficulté. Et quand Camille m'a apporté des documents disant qu'il s'agissait simplement de formalités pour faciliter la gestion conjointe de la propriété, j'ai signé, lui faisant confiance comme à un membre de la famille. Je lui faisais une confiance aveugle,
et c'était là ma plus grande naïveté. Pendant les 2 premières années de notre mariage, tout semblait harmonieux. Camille m'appelait « maman », organisait des dîners de famille, où j'étais toujours au centre de l'attention, et me parlait de la chance que nous avions d'avoir cette belle propriété et de la façon dont nous allions collaborer pour la rendre encore plus prospère. Elle avait des idées modernes. Elle voulait transformer une partie de la propriété en espace événementiel, organiser des mariages rustiques chics, des séjours bien-être. J'ai tout soutenu. J'ai investi plus de 60 000 € dans des rénovations supplémentaires, construit une salle de réception à l'arrière et modernisé les installations. Lorsqu'elle m'a demandé de signer des documents qui, disait-elle, l'autoriseraient à négocier des contrats avec des fournisseurs en mon nom pour faciliter les opérations quotidiennes, je n'y ai vu aucun inconvénient. Nous étions une famille. Thomas était heureux, mon entreprise se développait et j'avais enfin quelqu'un pour partager la gestion de tout cela. Quel idiot j'ai été! La première fissure dans cette façade parfaite est apparue subtilement il y a 1 an et demi. J'ai commencé à remarquer des changements dans le comportement de Thomas à mon égard. Lui, qui avait toujours été attentionné et reconnaissant, s'est mis à m'éviter, répondant sèchement et avec impatience à mes questions sur l'entreprise. Quand je suggérais une décision concernant la propriété, il regardait d'abord Camille, comme s'il avait besoin de son approbation avant de répondre. Un jour, lors d'un dîner dominical, j'ai évoqué mon intention de prendre enfin des vacances, peut-être chez ma sœur à Bordeaux, pendant 2 semaines. Camille m'a lancé un regard étrange et a commenté, d'un ton qui essayait de paraître décontracté, mais qui portait en lui quelque chose de plus sombre, que je devrais vraiment prendre le temps de me reposer, qu'il était peut-être temps pour moi d'envisager de ralentir et de laisser la jeune génération prendre les rênes. Thomas a hoché la tête, ce qui m'a glacé le sang. Sa façon de le dire comme si j'étais une vieille dame fatiguée qu'il fallait doucement détacher de ce que j'avais construit m'a profondément perturbée. Mais j'ai ravalé mon malaise et me suis convaincue que j'étais paranoïaque. Les choses ont progressivement empiré. J'ai commencé à être exclue des réunions importantes concernant la propriété. Des vendeurs que je connaissais depuis des années ont commencé à me traiter bizarrement, comme s'ils ne savaient plus qui était vraiment aux commandes. L'un d'eux m'a même demandé, perplexe, si j'étais toujours propriétaire ou si j'avais tout transmis à ma belle-fille, Camille ayant signé des contrats comme si elle en était la propriétaire légale. Lorsque j'ai confronté Thomas à ce sujet, il s'est mis sur la défensive et en colère, disant que je devenais autoritaire et que Camille cherchait seulement à m'aider, que je devais leur faire confiance. Le mot « confiance » est sorti de la bouche de mon fils, comme une accusation, comme si j'étais la seule à être interrogée. C'est alors que j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Mon fils que j'avais élevé seul, qui connaissait chaque détail de mon combat, était en train de se retourner contre moi. Le moment où tout a explosé, c'était aux funérailles du père de Camille, il y a 8 mois. C'était un grand événement auquel participèrent des parents lyonnais et des connaissances de sa famille. J'étais moi aussi en deuil. Après tout, je connaissais cet homme et je le respectais. Pendant la veillée funèbre, tandis que les gens se rassemblaient en groupe, discutant à voix basse, j'ai entendu Camille parler à un groupe de ses tantes et cousines. J'étais assez près pour entendre, mais elle ne m'a pas vu. Je l'ai entendu dire, avec ce ton faussement humble que j'apprendrais si bien à reconnaître, que la propriété en Provence leur appartenait enfin officiellement, qu'ils avaient réussi à convaincre leur belle-mère de signer les papiers de transfert et qu'ils pouvaient désormais faire quelque chose de grand avec ce lieu sans l'interférence d'idées archaïques. J'ai écouté chaque mot de cette conversation et j'ai senti mon monde s'écrouler. Elle parlait de moi comme d'un obstacle enfin éliminé, d'une vieille femme têtue qui ne comprenait pas les temps modernes et qu'il fallait surmonter pour que la propriété puisse pleinement exploiter son potentiel. Ses cousins riaient
soulignaient la difficulté de gérer des belles-mères autoritaires, et Camille acceptait leur compassion comme une héroïne, se libérant d'un oppresseur. Je restais figée, cachée derrière un groupe de personnes, à digérer cette brutale trahison. Ma belle-fille, celle que j'avais accueillie comme ma fille, que j'avais soutenue financièrement, en qui j'avais eu une confiance aveugle, célébrait ma prétendue défaite lors d'un enterrement, tandis que je faisais encore mon deuil. La douleur était physique. J'avais l'impression que le sol s'était arraché sous mes pieds. Mais avec la douleur vint quelque chose de plus froid et de plus dangereux, une lucidité absolue. À cet instant, au milieu de cette veillée funèbre, j'ai pris une décision. Je ne pleurerai pas, je ne ferai pas de scène, je ne m'avilirai pas. J'allais enquêter, découvrir exactement ce qu'elle avait fait et utiliserai toute mon intelligence pour déjouer son plan, quel qu'il soit. J'ai quitté l'enterrement en silence et, le lendemain, j'ai commencé mon enquête. J'ai d'abord appelé Maître Beaumont, le notaire de la famille qui s'était occupé de nos affaires pendant des décennies. Je voulais revoir tous les documents que j'avais signés au cours des 3 dernières années. C'est alors que j'ai reçu la terrible nouvelle. Maître Beaumont était décédé 6 mois plus tôt, victime d'un accident vasculaire cérébral. Son fils, un jeune notaire prénommé Laurent, avait repris l'étude et était en train de trier tous les anciens dossiers. J'ai pris rendez-vous en urgence avec Laurent et, à mon arrivée à l'étude 3 jours plus tard, j'ai demandé à examiner absolument tout ce qui concernait ma succession. Laurent était aimable et efficace, mais à mesure que nous commencions à examiner les documents, j'ai vu l'inquiétude se dessiner sur son visage. Il m'a montré des documents que j'avais soi-disant signés, de larges procurations donnant à Camille un pouvoir quasi illimité sur mes biens, des autorisations d'ouvrir des comptes bancaires à mon nom, et même un acte de propriété provisoire qui transférerait la propriété à Thomas et Camille. J'ai regardé ces papiers et reconnu certaines de mes signatures, celles que Camille m'avait présentées comme de simples formalités administratives. Mais il y avait d'autres documents, avec des signatures qui ressemblaient aux miennes, mais avec de légères différences, des traits que je ne ferais jamais, des pressions de plumes irrégulières. Laurent remarqua mon expression et, avec une attention professionnelle mais une réelle inquiétude, suggéra de consulter un graphologue. Il expliqua qu'en cas de suspicion de faux, il nous fallait des preuves irréfutables avant d'engager des poursuites. J'acceptais immédiatement. Les jours suivants, Laurent m'aida à reconstituer toute la chronologie. Nous découvrîmes que Camille avait été méticuleuse. Elle commença lentement, avec de petits documents que j'avais effectivement signés, puis introduisit progressivement des documents plus sérieux, dont certains contenaient des clauses dissimulées dans un langage juridique complexe que je ne comprenais pas entièrement. Mais le plus choquant fut de découvrir qu'il s'agissait de documents que je n'avais jamais vus auparavant, portant de fausses signatures, enregistrées à une époque où M. Beaumont était déjà malade et moins attentif aux détails. Camille avait profité de la confusion provoquée par la transition entre notaire, de ma confiance aveugle et de la vulnérabilité d'un homme âgé et malade pour bâtir son réseau de fraude. Mais les découvertes ne s'arrêtèrent pas là. Laurent suggéra que nous enquêtions également sur les comptes bancaires, et c'est là que la véritable ampleur de la trahison fut révélée. Camille avait ouvert 3 comptes différents à mon nom, grâce à de fausses procurations, et y avait systématiquement détourné une partie des bénéfices de la propriété pendant près de 2 ans. Il ne s'agissait pas de sommes colossales en une seule fois, ce qui aurait rendu la fraude évidente, mais de virements mensuels, minutieusement calculés, semblant correspondre à des paiements légitimes, à des fournisseurs ou à des investissements dans des améliorations. Au total, elle avait détourné plus de 120 000 €. De l'argent que j'avais gagné avec tant d'efforts, chaque euro représentant des nuits blanches, des sacrifices, des touristes accueillis avec le sourire même épuisé. Elle avait volé non seulement mes biens, mais des années de ma vie. Et le pire, c'était de découvrir qu'une action en justice était également en cours
discrètement intenté par Camille, par l'intermédiaire d'un avocat lyonnais, demandant mon interdiction partielle pour cause de prétendues déficiences cognitives liées à l'âge. Elle montait un dossier, rassemblait de faux témoins, documentait de supposés épisodes de confusion mentale qui n'avaient pas jamais existé, tout cela pour me déclarer légalement incompétent et prendre le contrôle total de tout ce que je possédais. Lorsque Laurent m'a montré ce dernier document, quelque chose en moi s'est cristallisé. L'incrédulité et la douleur ont cédé la place à une fureur si froide et concentrée qu'elle m'a effrayée. Ce n'était pas une rage explosive ni une envie de crier et de faire des histoires. C'était quelque chose de bien plus dangereux. Une détermination calculée à détruire complètement ses plans, à utiliser chaque mensonge qu'elle avait inventé comme corde pour se pendre. Laurent a senti ce changement en moi et pour la première fois depuis le début de cette enquête, a souri légèrement. Il m'a dit qu'il avait vu de nombreux cas de fraude familiale au cours de sa carrière encore courte, mais qu'il n'avait jamais vu personne d'aussi méticuleux que Camille, ni d'aussi déterminé que je semblais à ce moment-là. Il m'a demandé ce que j'avais l'intention de faire, et j'ai répondu avec une certitude absolue. Je révélerai tous ces mensonges, je récupérerai tout ce qui m'appartenait, et je veillerai à ce qu'elle assume les conséquences juridiques de chacun de ses crimes. Mais je ne le ferai pas de manière impulsive. Je le ferai chirurgicalement, tout comme elle avait prévu de me détruire. J'ai passé les semaines suivantes à monter mon dossier, avec la précision d'un horloger. Laurent m'a présenté à Madame Rousseau, une avocate spécialisée en droit de la famille et en fraude immobilière, une femme d'une 50aine d'années, réputée pour son impitoyabilité au tribunal. Lorsque je lui ai montré toute la documentation que nous avions rassemblée, l'analyse graphologique confirmant les faux, les relevés bancaires des comptes frauduleux et la procédure d'interdiction fondée sur des mensonges, j'ai vu ses yeux s'illuminer, reconnaissant un dossier solide et vindicatif. Elle m'a dit que nous avions largement assez de preuves pour non seulement annuler la fraude, mais aussi poursuivre Camille pour falsification de documents, détournement de fonds et tentative de fraude aggravée. Les peines encourues pourraient aller jusqu'à des années de prison. Mais Madame Rousseau a fait une brillante suggestion qui a transformé ma stratégie. Au lieu de simplement déposer plainte et de laisser la procédure judiciaire se dérouler bureaucratiquement et en privé, elle a suggéré de créer une situation où Camille s'exposerait publiquement, où sa propre arrogance la détruirait devant témoins. L'idée était d'attendre le moment où elle se sentirait la plus confiante, la plus victorieuse, puis de démanteler tout son château de mensonges devant les personnes mêmes qu'elle avait manipulées. L'occasion idéale s'est présentée 2 semaines plus tard, lorsque Camille m'a proposé une proposition qui, selon elle, serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. Elle m'a dit, de cette voix faussement douce que je percevais maintenant clairement comme de la manipulation, qu'il serait préférable pour tout le monde d'officialiser le transfert de propriété. Ainsi, je pourrais enfin avoir l'esprit tranquille et il s'occuperait de tout. Elle a suggéré d'organiser une réunion de famille en présence du notaire, afin que tout soit transparent et célébré comme il se doit. Elle a même dit vouloir inviter parents et amis proches à assister à ce moment important de transition générationnelle. J'ai accepté tout cela, jouant parfaitement le rôle de la matriarche lasse et résignée qu'elle attendait de moi. J'ai dit oui, elle avait raison, qu'il était peut-être temps de passer le relais à la jeune génération. J'ai vu briller dans ses yeux le triomphe, cette certitude arrogante d'avoir gagné. Les jours précédant la réunion, Camille était radieuse. Il avait tout organisé comme une fête. Un déjeuner raffiné au domaine, des invitations à ses oncles, cousins, ses parents venus de Lyon, des voisins proches et même quelques-uns de nos plus anciens clients, devenus amis au fil des ans. Elle en a fait un événement, une célébration de sa victoire. Et je l'ai laissé faire. J'ai souri, aidé aux préparatifs, me comportant comme une grand-mère fière et heureuse de voir les jeunes prendre le relais. Laurent, le notaire, coordonnait avec moi
et arriva ponctuellement, un épais dossier de documents à la main. Camille l'accueillit avec une fausse effusion, offrit du champagne et fit comme si elle possédait déjà tout. Lorsque nous fûmes enfin tous assis dans le grand salon, plus de 20 personnes présentes, elle demanda le silence et prononça un discours émouvant sur la famille, l'héritage et la gratitude. Il me remercia pour tout ce que j'avais construit et me dit qu'il était temps pour moi de me reposer pendant qu'il propulsait le domaine vers de nouveaux sommets. Thomas se tenait à ses côtés, lui tenant la main, l'air gêné, mais encourageant. Quand Camille a finalement demandé à Laurent de présenter les documents de transfert, j'ai vu ce sourire victorieux qu'elle ne pouvait cacher. Laurent ouvrit méthodiquement sa serviette et commença à parler. Mais au lieu de lire les documents que Camille attendait, il se mit à lire l'acte de succession original, le document incontestable établissant que moi, Madeleine, j'étais l'unique propriétaire légal de chaque centimètre carré de ce terrain. La confusion se lut d'abord sur le visage des invités, puis l'inquiétude sur celui de Camille. Elle tenta de l'interrompre, affirmant que ce n'était pas le bon document, qu'il existait des documents plus récents. C'est alors que Laurent, avec un calme professionnel dévastateur, commença à présenter toutes les preuves. Les faux documents, l'analyse graphologique révélant les fausses signatures, les relevés bancaires frauduleux, la procédure d'interdiction fondée sur des mensonges. Chaque révélation fit l'effet d'une bombe dans cette pièce. J'ai vu le sang de Camille se vider complètement, tandis que Laurent expliquait, en termes juridiques précis, mais parfaitement compréhensibles, qu'elle avait commis de graves délits de faux, de détournement de fonds et de tentatives d'escroquerie aggravée. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les regards se tournèrent vers Camille, qui tenta de balbutier une défense, une explication. Mais les mots moururent dans sa gorge. Ses parents semblaient choqués et mortifiés. Thomas était pâle, son regard oscillant entre sa femme et moi, l'air horrifié, comme si le bandeau lui était enfin tombé et qu'il prenait conscience pour la première fois de l'ampleur de la manipulation. C'est alors que Maître Rousseau, mon avocate, entra dans la pièce. Elle avait attendu dehors comme prévu et déposait officiellement la plainte déposée le matin même. Elle expliqua que Camille serait poursuivie pour de multiples délits, que les comptes frauduleux seraient à geler et l'argent restitué, et que toutes les procurations et faux documents étaient annulés à l'instant même. Camille tenta une dernière tactique désespérée. Elle cria à Thomas, lui disant qu'elle avait tout fait pour eux, pour leur avenir. Mais mon fils, voyant enfin la vérité, recula d'un pas et s'éloigna d'elle. J'ai vu des larmes dans ses yeux. Non pas de soutien, mais de honte et de regret. Les invités commencèrent à partir, gênés, certains me serrant dans leurs bras en signe de soutien, d'autres évitant tout regard avec Camille. Ses parents l'emmenèrent en silence, l'humiliation se lisant sur chacun de leurs visages. Le déjeuner de fête qu'elle avait préparé restait intact sur la table, symbole parfait de projets ruinés. Dans les mois qui ont suivi, la justice a suivi son cours. Camille a été condamnée à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, grâce à des aveux partiels et à la restitution de l'argent volé. Mais elle a purgé une peine d'1 an. Thomas a immédiatement demandé le divorce et, même si notre relation a nécessité beaucoup de temps et une thérapie pour se reconstruire, il a finalement compris l'ampleur de la manipulation dont nous avions tous deux été victimes. Il s'est excusé auprès de moi à maintes reprises, et même si la confiance a mis du temps à se reconstruire, c'était mon fils, et je l'aimais. Quant à moi, j'ai non seulement récupéré ma propriété et mon argent, mais j'ai aussi transformé cette expérience en force. J'ai utilisé une partie des fonds récupérés pour développer l'entreprise, comme je l'avais toujours rêvé, créant non seulement un espace événementiel, mais aussi un véritable refuge de tourisme rural de luxe, aujourd'hui présenté dans les plus grands magazines de voyage français. J'ai engagé un gestionnaire compétent qui me laisse enfin le temps de vivre, de voyager,
de profiter de ce que j'ai construit. Et à chaque invité que je reçois, à chaque compliment sur la beauté de la propriété, je ressens une profonde satisfaction, non seulement pour le succès, mais aussi pour la preuve vivante que personne ne peut vous enlever ce que vous avez construit de vos propres mains et avec détermination. La leçon que j'ai apprise et que je partage avec vous est la suivante. La confiance est belle, mais la validation est essentielle. Ne signez jamais un document que vous ne comprenez pas pleinement. Ne cédez jamais votre pouvoir à qui que ce soit sans vérification appropriée. Et rappelez-vous toujours que les véritables alliés n'ont pas besoin de votre signature dans l'ombre. Mais surtout, si vous êtes trahi, si quelqu'un tente de vous voler ce qui vous appartient, ne désespérez pas et ne vous vengez pas impulsivement. Soyez stratégiques, soyez intelligents et laissez leur propre arrogance les détruire. Car au final, la justice poétique ne consiste pas à infliger de la douleur, mais à faire en sorte que la vérité triomphe si parfaitement que l'univers lui-même semble être de votre côté. Aujourd'hui, lorsque je regarde ma propriété s'épanouir sous le soleil de Provence, je ne vois pas seulement une entreprise prospère. Je vois la preuve que les femmes qui bâtissent des empires de leurs propres mains sont indestructibles. Peu importe le nombre de Camilla qui tentent de voler ce qui ne leur appartient pas. Et cette victoire, mes amis, cette justice poétique parfaite, vaut bien plus que n'importe quelle vengeance impulsive.